les petits caractères qui sont là. Parce que grosso modo, on va avoir que du code. Donc c'est mieux de pouvoir le lire quand même. Donc si c'est pas assez gros, je peux essayer de grossir un peu, vous me dites. Il y a des places au fond. Et puis sinon, il y a des places devant. Bon, ça va, vous êtes en forme? Ouais. Il vous reste un peu de jus, parce qu'on va parler de trucs qui sont faciles. Qui connaît Shapeless dans la salle? Ok. Qui utilise Shapeless? Ah, il y a moins de mains tout de suite. Qui connaît Shapeless mais s'est dit « Ouh là là, c'est trop compliqué, je ne peux pas me servir de ce truc-là ». Ok. C'est à peu près le public que je vise. En gros, c'était mon cas il y a quelques mois, et puis j'ai eu un peu de temps au boulot, et du coup je m'y suis mis. Et en fait, je me suis aperçu que on se fait une grosse montagne de Stolib, mais c'est pas si compliqué que ça. Facile, c'est peut-être un mot un petit peu exagéré, mais en tout cas, c'est à notre portée, on peut comprendre ce qui se passe. Alors, Shapeless, ça commence avec un concept qui s'appelle la H-list. Donc, ça veut dire Heterogeneous List. Et donc, typiquement, là, je fais des imports dont je vais avoir besoin, puis je crée une première H-list qui va contenir des objets différents, de types différents. Là, je vais avoir un entier 42. Je vais avoir perdu l'écran, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. C'est bon, on touche plus. Donc, je vais avoir un entier 42, je vais avoir une liste, je vais avoir une chaîne de caractères. Et ça se construit un peu comme on construit les listes immutables de Scala classiques avec 2 points, 2 points et nil à la fin. Sauf que là, c'est un autre 2 points, 2 points, le 2 points, 2 points qui est dans Shapeless. Et c'est hnil, qui est l'équivalent pour une hlist de nil d'une liste normale. Et donc si j'évalue ça, à la sortie, j'ai un truc qui ressemble, en bas vous voyez bien, j'ai un truc qui ressemble à un... Compliqué. J'ai un truc qui ressemble à ça. Excusez-moi. Voilà. Donc en gros, c'est super simple. Hein. Là, je vous montre quasiment le code de Shapeless. Hein. Hlist, c'est un ADT qui est défini très simplement. On a un trait hlist, on a un case object hnil. Bon, pour de vrai, il a une méthode, mais c'est vraiment la seule différence quasiment. Et une case class qui s'appelle 2 points, 2 points, et qui prend 2 paramètres de type. Un premier qu'on appelle h, parce que ça va être le type du head, et un deuxième qu'on appelle t, et sur lequel on met la contrainte que ça doit être une hlist, et qui va être évidemment le type du tail. Et du coup, ma hlist, c'est juste un head et un tail, qui sont de types différents, et qui sont, collectés ensemble. Donc la différence avec... oula, ça rend pas très bien ça. Donc oui, ça c'est une petite définition de hétérogénéus. Donc en gros, c'est un truc hétérogène, c'est quelque chose qui est composé d'éléments qui sont de types différents. C'est exactement ce qu'on vient de créer. My first hlist, c'est un truc qui a un type un petit peu compliqué, un petit peu gros. Arrête-toi. Tout le monde voit bien, là? Donc ça, ce gros truc-là, c'est le type de ma hlist. Et ce type, il dit quoi? Il dit, c'est le type d'une hlist qui commence par un entier, qui ensuite a une liste de strings, ensuite un string, et puis qui se termine après ça. D'accord? Donc, la différence entre une hlist et une liste standard, c'est que chaque élément de ma hlist peut être différent, peut être d'un type différent du précédent ou du suivant. Et quand je vais ajouter quelque chose au début avec un autre type, ça va changer le type du résultat. Quand j'ajoute un entier au début ou à la fin d'une liste d'entiers, ça reste une liste d'entiers. Si j'ajoute ici, par exemple, un float au début de cette hlist, ça ne va plus être une hlist de ce type-là. Ça va être une hlist d'un nouveau type. On va le regarder, on peut le voir tout de suite. Si je mets un float 25, 0. J'ai une nouvelle liste d'un nouveau type, qui est encore plus gros,
avec un double devant. D'accord? Et je pourrais évidemment continuer comme ça aussi longtemps que je veux. Alors moi, je trouve que hashlist, c'est un mot qui est un peu trompeur, parce qu'en fait, ça ressemble vachement plus à ce qu'on appelle un produit. Je ne sais pas si vous avez vu dans les signatures, enfin les définitions de certains types, des fois vous avez with product. Et grosso modo, on a deux grosses classes de produits. On a les tuples. D'accord? C'est vraiment, enfin, c'est le produit au sens mathématique. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, mis ensemble dans une même boîte. Et on peut voir aussi les case classes comme des produits. Et en fait, si on regarde l'écran en clignant un peu des yeux, on voit que la H-list, ça représente un produit. Donc moi, j'aurais plutôt appelé ça produit généralisé. Mais bon, on va voir qu'on peut quand même faire des opérations listoïdes dessus, et que du coup, ça mérite quand même aussi son nom de H-list. Donc voilà. Alors, de base, avec une H-list, on ne peut pas faire grand-chose. On peut évidemment prendre son head, qui va nous renvoyer donc un objet du bon type. Là, en l'occurrence, c'était 42. On peut prendre le tail. Ça va nous renvoyer la sous-liste, qui est la même que ma liste initiale, mais sans le premier élément. On peut faire ça évidemment plusieurs fois. On peut encore faire ça une fois. Et là, par contre, si j'appelle .tail ici, si je faisais ça avec une liste normale, j'aurais une exception. Là, j'ai une erreur de compilation. Et ça, c'est cool. Parce qu'en fait, HNIL n'a pas la méthode tail. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Alors qu'une liste vide, une liste d'entiers vide, vu que c'est une liste d'entiers, ça a une méthode tail qui est définie dans le trait. Et du coup, j'ai l'occasion d'appeler cette méthode, même si ça me renvoie une exception. Là, ce n'est pas du tout le cas avec les H-list. Donc voilà, mais de base, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire avec. Si je regarde un peu là, avec la complétion automatique de mon machin, ce que je peux faire avec une hashlist. Bon, j'ai quelques méthodes, mais pour de vrai, elles ne sont pas définies dans la classe hashlist, elles sont rajoutées par-dessus via une taille class. Et en fait, on ne va pas regarder trop ces méthodes-là. Mais on voit que ça ressemble quand même aux méthodes qu'on a dans les listes. On a des replace, on a des reverse, on a des maps, on a des filters. Alors map, par exemple, à quoi ça ressemble? Map, elle a une signature un peu bizarre. Ah, pardon. Je peux pas, je pourrais pas le faire remonter facilement. Bref. Pour mapper sur une hashlist, je ne vais pas pouvoir passer une fonction normale, puisque dans ma hashlist, j'ai potentiellement n'importe quoi. Là, tout à l'heure, on a vu, on a des int, des lists, des strings. Donc, je ne peux pas faire une fonction, sauf à faire une fonction de any dans quelque chose. Et ça fait pleurer les gens. Quand on écrit any, ça fait surtout pleurer Maëv Sabine qui a écrit Shapless. Ça fait pleurer Alexandre derrière là-bas. On n'a pas le droit d'écrire any, c'est nul. On ne fait pas du Scala pour écrire any. Donc, on a besoin d'un type de fonction qu'on va pouvoir définir pour différents types d'entrées. Et avec cette espèce de fonction couteau suisse, on va pouvoir traverser notre hashlist et modifier chacun des éléments éventuellement, ou les filtrer, ou faire des choses. Et ce type de fonction, enfin un de ces types de fonctions, c'est justement poly. Poly, c'est juste une abréviation pour polymorphic function. C'est-à-dire, j'ai trouvé cette définition complètement au hasard sur le net, mais c'est exactement ça. C'est une fonction qu'on va pouvoir définir point par point pour différents types. Exemple. Ici, je crée une poly qui s'appelle duplicate. Donc ça extend poly 1. Poly 1, c'est juste un sous-type de poly qui dit c'est une fonction polymorphique qui prend un seul paramètre. Et de la même façon, j'ai poly 2, poly 3, poly 4, poly 5, etc. Et pour définir une poly, on va définir en fait plusieurs cas. On va la définir cas par cas, type par type. Donc là, ma poly duplicate, elle a un cas pour les ints. Et on utilise ici la méthode at qui est définie en fait dans poly 1. Et on dit, pour un int, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renvoyer cet int x2. Pour une string, je vais renvoyer cette string dupliquée. Je vais faire s plus s. Et pour une liste, je vais renvoyer cette liste.
Alors là, j'ai rajouté un paramètre de t, de type t. Donc ça me permet, avec ce cas, de gérer toutes les listes possibles. Parce qu'en fait, dupliquer une liste, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Donc je peux faire ça de façon générique pour toutes les listes possibles. Et donc qu'est-ce que je dis? Je dis, pour dupliquer une liste, je prends les éléments et je duplique la liste telle que. Quoi. Et du coup, si j'interprète ça, il faut que je fasse ça après. Je vais pouvoir duplicate, par exemple, un int. Duplicate 1, ça me renvoie 2. Je vais pouvoir duplicate une liste de booléens. Et ça va bien me doubler ma liste true-false 2 fois, etc. Je pourrais le faire pour une string, je pourrais le faire pour tous les cas que j'ai définis. Par contre, si je m'amuse à essayer de dupliquer quelque chose pour lequel je n'ai pas défini de cas, mettons par exemple un float, monsieur, il n'est pas content. Alors, on est content, nous, parce que déjà, on a une erreur de compilation. Ce n'est pas une erreur runtime, on a essayé de faire des trucs. Non, c'est à la compilation. Là, je suis dans ma console, mais si j'étais dans mon vrai projet, mon projet ne compilerait pas. Par contre, l'erreur de compilation, elle fait un petit peu peur. Bon, a priori, c'est bien là que ça se passe. On a passé un mauvais argument. Mais on nous dit qu'on ne peut pas trouver de valeur implicite pour le paramètre shapeless.poly.case. Ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, du coup, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en regardant la méthode apply de mon duplicate, puisque mon duplicate, c'est un objet. Hein, quand j'ai fait duplicate 2.4, en fait, ça fallback sur la méthode apply. Alors, des méthodes apply, non, pour de vrai, là, ça prend beaucoup de place, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les seuls qui nous intéressent pour le moment, je vais retirer les autres comme ça. Voilà, la seule qui nous intéresse, elle est tout en haut. Nous, on veut lui passer un seul paramètre à apply. Hein, on est sur une poly 1, donc on n'a qu'un seul argument. Mais par héritage, en fait, on a tous les autres cas avec tous les autres nombres d'arguments qui étaient arrivés, qui étaient possibles aussi, même s'il n'y a pas moyen vraiment de les appeler. Et donc, il nous faut effectivement, dans le scope implicite, il faut qu'on ait un truc qui s'appelle, qu'on va appeler CSE, et qui sera du type poly.case. Et en fait, ce n'était pas visible tout à l'heure, mais notre fonction at qu'on a utilisée pour définir nos différents cas, ce qu'elle renvoie, c'est un case. D'accord? Mais alors, c'est un case de un truc bizarre avec derrière un autre truc bizarre. Bon, c'est pas très très clair. Alors, ce qu'on va peut-être pouvoir faire, c'est essayer de préciser les types dans notre définition de duplicate. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Je pourrais le réécrire duplicate ici, hein, en mettant un petit peu plus d'annotation de type. J'ai un peu la flemme de faire toutes les autres, donc je vais faire juste celui-ci. Et maintenant, mon duplicate, on voit que ça compile déjà, on est content, et ça marche toujours pour les entiers. Bon, ça nous renvoie à un truc un petit peu différent de tout à l'heure. Ça ne nous renvoie pas direct un entier, ça nous renvoie ce truc bizarre. Un type encore plus chelou que tout à l'heure, avec du dièse résulte. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, si on fait une version très approchée de comment c'est défini dans Shapeless, c'est défini de cette façon-là. On a un trait, case, qui a un type paramétrique. Le A, ici, c'est le type pour lequel on va définir ce cas. Et puis évidemment, on parle d'une fonction polymorphique, donc quand on a une entrée, on va renvoyer un résulte, une sortie.
Mais là, le type result, il n'est pas dans les paramètres de type, il est juste défini comme un membre abstrait type result. D'accord? Et tout à fait logiquement, la méthode apply de mon case, elle va prendre un A, elle va renvoyer un result. Bon, ça, c'est une version simplifiée pour de vrai dans le... J'ai pas assez de largeur, du coup, il y a un peu de mal. Mais pour de vrai, c'est défini comme ça dans Shapeless. Il y a un petit peu plus de apply différents, mais on retrouve à peu près la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure dans une version simplifiée. On a notre type result ici. Et on a notre, à peu près notre apply de là. En fait, il y a un petit twist un petit twist entre les deux, mais qu'on va passer sous silence furieusement. Alors du coup, je pourrais avoir envie de dire, mon duplicate, il renvoie un entier quand on lui passe un entier. Et j'ai envie d'exprimer ça pour que les gens qui utilisent ma fonction duplicate, ils le sachent. Pardon. Alors le problème, c'est que je ne peux pas écrire ça. Je ne sais pas si tout le monde voit, je ne peux pas dire... ah, pardon. Je peux pas écrire... je peux pas écrire ça, ça compile pas. Je ne peux pas dire que mon case y renvoie un entier de cette façon-là. Je suis obligé de le dire, enfin obligé. Je peux le dire, mais comme ça. On a vu que case, c'était un type qui avait un membre abstrait qui s'appelait result, et qui était un type. D'accord? Et on peut dire, bah, ici c'est un int. Ça compile. Maintenant, si je fais duplicate de 2, en principe, il va bien voir que le résultat, c'est un int. Contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure où il mettait case de int dièse result. Bon, seulement ça, c'est particulièrement horrible à écrire, on est bien d'accord. Il se trouve que il y a un trick qui permet d'écrire ça comme ça. En fait, quelque part, il y a quelqu'un qui a écrit un truc de ce style-là. On a le droit de faire ça en Scala. Bon, ça là, ça ne va pas compiler parce que je ne suis pas dans le bon scope, mais... J'ai le droit d'écrire ça en Scala, ça marche. Bon, là, évidemment, je ne suis pas dans le bon scope. Du coup, je pourrais quand même simplifier nettement mon écriture. Et dire, voilà, c'est un case qui prend un int et qui envoie un int. D'accord? Et ça marche toujours. Et j'ai bien le comportement que je voulais. Du coup, on a tout un tas de raffinements du même type. Le vrai type défini dans Shapeless, c'est celui qui est en bas, qu'on n'a évidemment pas du tout envie d'écrire à la main nous-mêmes. Et en fait, tous ces 4 types sont équivalents. D'accord? Chaque truc est un sucre syntaxique pour ce qu'il y a au-dessous. Donc comment ça marche? Dans Shapeless, on a un objet poly qui définit le vrai case. Tous les autres sont des alias plus ou moins vers ce case-là. Et il dit, bah voilà, ce truc-là, en fait, il me dit, ma fonction duplicate, elle est définie pour un paramètre qui est un i, et elle renvoie un o. D'accord? Si j'avais plusieurs paramètres ici, j'aurais plusieurs... là, c'est une hashlist. C'est le type d'une hashlist. J'aurais une hashlist avec plusieurs éléments. Si j'avais un poly 2, par exemple, j'aurais une hashlist à 2 éléments, etc. Poly 3. Ce qui permet de modéliser en fait, des polys à un nombre arbitraire d'arguments avec la même syntaxe. Avec mon coup du aux qu'on a vu tout à l'heure, je vire ce résultat-là et je le remonte ici. Et en fait, dans le trait poly, on va récupérer ces symboles-là et on n'aura plus besoin de passer par ce shapeless.poly.case. Dans mon objet duplicate, j'ai un case, toujours avec un type result un peu chiant à écrire, et j'ai de nouveau un alias avec un aux. Ce qui me permet du coup de faire ce que j'ai fait juste avant, le case.aux in the int.
jusque-là, c'est plutôt abstrait. Vu vos têtes, ça n'a pas l'air si facile. N'hésitez pas s'il y a des trucs pas clairs, hein. Interrompez-moi, on n'est pas pressé. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est dupliquer une hashlist. Pas une hashlist en particulier, mais dupliquer toutes les hashlists possibles. Donc, comment je vais faire ça? Jusque-là, rien de nouveau. J'ai pas fait de faute. Pour traiter toutes les hashlists possibles, il faut que je sois capable d'écrire quelque chose à propos de la structure d'une hashlist, mais sans connaître les types qu'il y a dedans. Une hashlist, c'est jamais qu'une liste de types, en fait. Enfin, le type d'une hashlist, c'est une liste de types. Et pour traiter les listes, surtout quand elles sont définies comme ça avec des cons, des deux points, bah, le truc qu'on sait faire, c'est les algos récursifs. Donc en gros, si j'arrive à dire, bah, voici un cas pour traiter la liste vide, et voici un cas pour traiter la liste qui a un head et un tail, à mon avis, je devrais arriver à traiter toutes les hashlists comme ça, puisque toute hashlist, c'est soit la liste vide, soit un head et une hashlist. D'accord? Donc si je fais un truc comme ça, le cas pour une liste vide, c'est relativement simple. C'est la liste vide. Doubler une liste vide, ça reste une hashlist vide. Donc on va l'écrire comme ça. Et alors comment on va dupliquer une liste pas vide? Déjà, pour dire que ma liste n'est pas vide, il faut que je dise qu'elle a une certaine structure. Cette structure, ça va être, peut-être mettre des espaces pour que ce soit plus clair, h de point de point t. C'est un head, un certain type en premier élément, et une hashlist pour la suite. Mais ça, il faut que je l'écrive. Enfin, il faut que je les déclare, ces types. Donc j'ai besoin d'un type h, et puis j'ai besoin d'un type t qui soit une hashlist. Donc ça, c'est très bien. Et l'idée que, enfin, ce que je vais faire là, c'est que je vais parcourir les éléments de ma hashlist, et à chaque fois que je rencontre un élément, je vais l'écrire 2 fois dans la sortie, et puis je vais continuer avec la suite de la liste. Donc si je prends une liste en entrée ici, ce que je veux faire, en gros, c'est l.head de point l.head, je duplique mon premier élément, et puis ensuite, bah, récursivement, je rappelle ma fonction duplicate avec la queue de ma liste. Duplicate l.tail. Alors j'en suis où de mes parenthèses? Il doit m'en manquer une. Le problème, c'est que pour duplicate, je vais essayer de me mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Le truc un peu plus clair. Voilà. Peut-être même mettre des accolades ici. Ah non, il veut pas. C'est pas grave. Alors le problème, si je compile ça, c'est que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que duplicate, il n'y a rien qui dit au compilateur que la queue de n'importe quelle liste, n'importe quelle hashlist, il est capable de la duplicate. On a besoin, pour appeler duplicate avec une hashlist, d'avoir dans le scope implicite un case qui traite cette hashlist-là. D'accord? Bon, il se trouve que ce case, on est justement en train de l'écrire, plus ou moins. Qu'à un moment donné, on devrait être capable de l'invoquer dans le scope implicite. Et pour invoquer quelque chose, enfin pour ajouter quelque chose dans le scope implicite d'une fonction, c'est super simple. On lui rajoute le truc en paramètre implicite. Point. Et puis c'est le compilateur qui va se débrouiller pour essayer de trouver l'instance qui va bien ou nous crier dessus s'il ne trouve pas l'instance. Donc si j'ai un case pour le tail, ça devrait être gagné. D'accord? Peut-être.
toujours pas. Le problème ici, c'est que il n'y a rien qui me dit que le case pour mon tail me renvoie bien une hashlist et que donc la méthode 2.2, ici, là, elle existe. Donc il faut que je mette une contrainte pour m'assurer de ça. Ok, pas de souci, on va faire ça. On va dire que on va déclarer une nouvelle variable de type, qui est la queue dupliquée. On va dire que ça doit être une hashlist. D'accord ? Puis on va dire que notre case pour la queue, en fait, c'est un truc qui nous renvoie un dt quand on lui passe un t. Donc là, maintenant, je suis sûr que duplicate de l.tail, c'est bien une hashlist, et que donc je peux utiliser 2.2 dessus. Alors, il doit y avoir une autre erreur quelque part. Ah bah oui, s'il manque des imports, ça risque pas de marcher. Hein. Mieux. Maintenant, si je veux duplicate ma hashlist de tout à l'heure, évidemment, je n'ai pas gagné en concision au niveau du type du truc, puisque maintenant, la duplication, elle est aussi reflétée dans le type de ma hashlist. Mais j'ai bien dupliqué, j'ai bien 2 fois 42. Ça ne se voit pas très bien parce que le print est pas top. Si je fais ça... J'ai bien 2 fois 42, 2 fois ma liste, 2 fois ma string, et mon hashnil à la fin. Donc, j'ai réussi à écrire un algorithme récursif qui travaille au niveau des types. D'accord ? Si on regarde ce qu'on a écrit là, ici, en fait, on sélectionne l'embranchement de notre algorithme dans lequel on va en fonction du type de l'entrée. D'accord ? Si je passe un hashnil, alors je ne vais rien faire à envoyer hashnil. Et si je passe un truc qui est une hashlist, non vide, je vais récursivement la parcourir. D'accord ? Donc le parcours, en fait, il est calculé au moment de la compilation. Il est effectué avec les vraies valeurs au moment de l'exécution. Mais toutes les choses qu'on va devoir faire sur ce type en question sont calculées au moment où je compile mon appel à duplicate my first hashlist. D'accord ? Quelle heure il est ? Ouais, quand même. On va peut-être sauter là-dessus, mais on peut écrire, si on veut, un map avec des polys. Est-ce que ça vous... Non, on va passer. On va passer parce qu'il y a plus dur après. Mais en gros, on peut se dire, poly, c'est comme une sorte de fonction. Donc on peut imaginer qu'on va faire des polys d'ordre supérieur, comme on a des fonctions d'ordre supérieur. Donc des polys qui vont en prendre en paramètre d'autres polys et renvoyer des polys, ou etc. Donc faire un map sur une hashlist avec des polys. Et au final, bon là j'ai un problème de coloration syntaxique, mais ça s'écrit assez simplement en fait. C'est toujours le... Non mais si, c'est vrai. Regardez. Bon là il n'y a pas la coloration syntaxique, mais c'est pas grave. Ça se lit un peu comme une preuve en logique. Il y a une bonne raison pour ça d'ailleurs, mais ça c'est mes variables. Donc je vais vraiment le lire comme si j'étais retourné à la fac et je faisais de la logique. Soit f une poly, soit h, soit t une hashlist, soit fh, soit ft une hashlist. Si, ici c'est des hypothèses. Si la fonction, la poly f, est définie pour le type h et renvoie fh, et si pmap, donc le truc que je suis en train de définir, est défini pour les paramètres f et t qui est la suite de ma hashlist en fait, et à ce moment-là me renvoie ft, alors je déduis que pmap est défini pour f et la liste h2.2.t et renvoie fh2.2.ft. Mais non, mais c'est long, mais c'est simple. Même pour de vrai. Et là où c'est vachement plus cool, c'est que la preuve, elle est par construction. C'est-à-dire que si ça compile, j'ai vraiment bien prouvé à Scala C que ce que je dis, c'est pas des conneries. D'accord ? Et en fait, cette équivalence entre une démonstration et du code, c'est quand j'ai commencé à lire le code comme ça que j'ai réussi à comprendre un petit peu ce qui se passait. Donc c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Et du coup, voilà, on écrit un map
Ça, pour de vrai, c'est une très grosse ligne, hein, donc en 2 lignes. Là, je la découpe bien parce que sinon, c'est pas très clair. Mais, Bon, tout ça, c'était vachement abstrait. On n'a pas forcément envie de bosser avec des hashlists toute la journée, parce que c'est quand même pas super pratique à manipuler comme ça, même si on peut le faire et que c'est pas si compliqué que ça. Se taper les implicit def, machin, c'est pas génial. Par contre, là où ça peut devenir super intéressant, c'est si on prend nos objets de la vie de tous les jours, qu'on se rend capable de les transformer en hashlist, faire des opérations génériques sur ces hashlists, et ensuite retransformer en retour dans nos objets du quotidien. C'est ça qui ouvre la porte à ce qu'on appelle la programmation générique, c'est-à-dire travailler sur des types sans les connaître à l'avance et de façon complètement générique. Un exemple qu'on pourrait imaginer, c'est dans toute ma code base, j'ai plein d'objets avec des dates. Ces objets n'ont rien à voir entre eux, ils ne sont pas dans la même hiérarchie de classe, ils ne sont peut-être même pas dans le même module, ils viennent des services différents. Problème, il y a eu une catastrophe sur mes instances de prod et il y a eu un clock skew et j'ai moins 3 secondes sur toutes mes dates que j'ai enregistrées dans tel système. Comment est-ce que je peux faire pour rattraper le coup sans avoir à écrire les cas particuliers pour chacune de mes classes? Et la programmation générique me dit, c'est simple, tu décomposes tes classes en petits constituants, ou tu les transformes en hashlist, tu parcours tes hashlists, à chaque fois que tu vois une date, tu rajoutes les 3 secondes qui manquent, et tu reviens à l'envers. Et tu n'as pas besoin de connaître les classes sur lesquelles tu vas devoir travailler, à partir du moment où tu sais que tu es capable de les transformer en hashlist à l'aller et au retour. Et c'est exactement ce que fait Shapeless.générique. Il nous permet de transformer des case classes ou des tupes ou d'autres trucs en hashlist dans un sens et puis dans l'autre. Si j'interprète ça, par exemple, et que je fais... Donc là, j'ai défini une petite case class user avec un ID et un nom. Et je pourrais faire un truc comme ça. J'ai un tuple qui va contenir un long et un nom. D'accord ? Grâce à mon générique de tuple, je vais transformer ce tuple en hashlist. Ça se fait comme ça. D'accord ? Et grâce à mon générique de user, je vais prendre cette représentation, qui s'appellerait 54, et je vais fabriquer un user. Est-ce que vous sentez le pouvoir là? Parce qu'évidemment, entre le moment où j'ai transformé de ma case class en hashlist et de ma hashlist en case class, je peux faire plein d'opérations sur ma hashlist. Je pourrais par exemple, je ne sais pas, duplicate les... update with... Ça, c'est une fonction où on ne va pas trop regarder comment elle est définie, mais... parce que sinon on est parti jusqu'à 23 heures. Si je fais ça, j'ai oublié des parenthèses, hop. J'ai pas touché à l'ID, mais j'ai mis mon nom en uppercase. C'est comme ça que je pourrais faire mon traitement de date, par exemple, ou tout un tas de traitements qui, en fait, nous demanderaient d'écrire énormément de code répétitif et boilerplate, et qu'on va pouvoir synthétiser, en quelque sorte, grâce à Shapeless. D'accord ? Alors, il reste un dernier truc un peu bizarre, mais après, on fera un dernier exemple récapitulatif, et je vous laisserai tranquille avec tout ça. Là, quand on transforme notre case class en hashlist, on perd de l'information. On perd les noms des champs. Le problème, c'est que pour avoir les noms des champs dans une représentation générique, il faut qu'on arrive à monter ces noms, ces symboles, dans le type system. Ce qui n'est pas facile à faire de façon... Enfin, moi, si on me demandait là aujourd'hui comment tu fais ça, je dirais je ne sais pas. Fort heureusement, il existe un truc qu'on appelle les types singletons. Alors, c'est un truc que vous n'avez pas forcément vu, mais par exemple,
les objects, en ce cas-là, comme mon object duplicate de tout à l'heure, c'est des singletons. Ils ont un... Ah oui, j'ai pas le droit de faire ça, évidemment. Ouais, non, bref. J'ai rien qui compile comme ça, mais je peux accéder au type. Je peux référencer le type d'un... Ah oui, exact. Merci. Tout à fait. C'est pas une valeur, c'est un type. Bon, voilà. Ça ne nous apprend pas grand-chose, mais je peux référencer le type d'un object. D'accord? C'est quelque chose de stable et qui existe. Il se trouve que les littéraux, donc les entiers, les booléens, les strings, etc., ont aussi un type singleton qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, sauf quand on fait cette espèce de truc dégueulasse que j'ai fait au-dessus, là, ce machin-là. Je définis une fonction qui prend le type singleton d'un object, et j'essaie de l'appeler avec un entier. Là, c'est l'erreur qui est intéressante, parce que le type qu'il a trouvé pour 42, c'est pas int, c'est int, parenthèse, 42. C'est un type plus précis que int, qui est en fait le type du seul int qui vaut 42. C'est un singleton type, un type qui n'a qu'une seule valeur. Et en fait, ça c'est super puissant, parce qu'un type qui n'a qu'une seule valeur, avoir le type, c'est comme si on avait la valeur, on sait qu'est-ce que c'est cette valeur. Donc si je te donne une valeur du type int 42, tu sais que c'est 42. Ou du type boolean true, tu sais que c'est tout. Et du coup, Shapeless va utiliser cette notion de type singleton. Alors, il les synthétise à base de macros et de trucs que je n'ai pas compris du tout, donc je ne vais pas vous en parler. Mais il va les utiliser pour pouvoir... Enfin, il va utiliser les types singletons comme des labels sur d'autres types pour faire ce qu'on appelle des records. Et cette structure de record va nous permettre de représenter les case classes en ne perdant pas l'information du nom des champs. Je vais faire une petite démo une fois que j'aurai remis mon micro. Donc ça se fait à peu près de la même façon que tout à l'heure, sauf que c'est labelette générique au lieu de juste générique. Et si je fais donc user alors j'ai un truc qui ressemble toujours à ma hashlist de tout à l'heure, mais qui en fait se trouve être un record. Là, ça se voit pas très bien. Mais si je fais une erreur de compilation, ça se verra mieux. Non, pas de bol. Alors. Alors voilà, j'ai gagné, en fait, en passant par un record, j'ai gagné la possibilité d'accéder aux champs par leur nom. Arrête-toi là. Et si, donc j'ai un champ name et un champ age. Ah non, j'ai pas un champ age, c'est un champ ID. Et du coup, une erreur de compilation fait apparaître un petit peu la gueule du type de mon record. Ça commence à être un peu velu, et j'ai que 2 champs dans ma case class. C'est un peu velu, mais on est très content d'avoir cette information au niveau du type system parce qu'on peut en faire plein de trucs. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, les étiquettes qui servent à dénoter les noms des champs, c'est ce truc-là. D'accord? Et là, on voit bien le type singleton, string ID. Ça, c'est un type. D'accord? C'est donc la représentation d'un type singleton. Et donc ça dit, bah, tu as un long qui est étiqueté avec un type qui est un key tag de un symbole singleton, en fait, et un long pour dire ce label, c'est un label qui est destiné à être attaché à un long. C'est un peu redondant, il y en a un peu beaucoup, mais en gros, c'est ça l'idée. Et puis au bout d'un moment, quand on bosse beaucoup avec ça, on voit plus que ça, en fait. Enfin, le cerveau, il filtre le reste, et puis on n'a pas besoin de vraiment détailler le truc. Et donc, effectivement, là, si j'essaie d'accéder à un champ qui n'existe pas, je me prends une erreur. Par contre, si j'accède à mon ID, j'ai bien un long qui va bien. Donc là, on va commencer à pouvoir faire des trucs quand même hyper génériques. Et ce que je vous propose avant de finir, je vais peut-être pas le live coder, mais peut-être plus le copier-coller, c'est faire un...
faire un serialiseur JSON sans utiliser de réflexion, sans utiliser de macro, avec juste shapeless et en moins de 30 lignes. Grosso modo. Alors, pour ça, il faut que je sorte de là. Hop. Non. Donc j'ai peut-être pas le live codé, mais je vais plutôt le copier ici. Bon, il y en a un peu beaucoup, mais c'est principalement parce que je saute beaucoup de lignes. L'avantage, c'est que ce qui est intéressant, enfin la base commence en bas. Donc l'idée, c'est que je vais vraiment faire un poly, d'accord, un poly 1. En paramètre, je vais lui passer n'importe quoi, et lui, il va m'envoyer un string qui contiendra la représentation JSON sur n'importe quoi. D'accord? Alors au début, ça commence super simple. Pour l'instant, on va oublier cette partie-là. C'est une poly, donc je dis, bah voilà, quand j'ai un nombre, et bah tout simplement, ce nombre, je le toString. Alors ici, j'ai fait un petit sucre syntaxique pour que ce soit un peu plus clair. J'ai fait un alias, en fait. La double flèche, c'est un case qui prend un in et qui envoie un out. Du coup, on a un peu l'impression que c'est quand on l'écrit, on a un peu l'impression que c'est une fonction. Et après tout, un case, c'est ça, c'est une fonction qu'on définit pour un type particulier. D'accord? Donc on va partir d'en bas. Donc si on me donne un nombre, bah, je le toString tout simplement. Peut-être qu'il y a certaines représentations qui ne seront pas vraiment du vrai JSON robuste. Ça, c'est pas fait pour aller en prod, hein, mais ça marche. Si j'ai un booléen, pareil, je le toString. Si j'ai un string, bah, je le sors avec des quotes de chaque côté, normal, donc string JSON. Et là, j'ai même géré les listes et les options. Alors les listes, bah, c'est relativement simple. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir comment transformer en JSON l'élément de la liste. D'accord? Ça, c'est mon case de A dans string. Et à ce moment-là, bah, c'est tout simple, hein, je fous un crochet, je map sur ma liste en transformant chaque élément en JSON. Je les sépare par des virgules et je fous un crochet à la fin. Fini. Et là, j'ai même un cas pour gérer les options pour mettre un nul quand j'ai none, mais on s'en fout, on va pas le regarder. Donc ça, c'est bien. J'ai géré les entiers, les strings, les booléens et les listes de trucs. Par contre, je n'ai pas géré les trucs, les vraies cases classes que je vais avoir dans ma vie de tous les jours. Alors, pour faire ça, j'expliquerai pourquoi c'est défini à côté et pas dans le même objet tout à l'heure. C'est là que ça devient un petit peu plus intéressant. Ce que je vais dire, en fait, c'est que les objets que je sais traiter de façon générique, c'est des produits, des tuples ou des cases classes. Pour le moment, il y aurait moyen d'être plus général que ça, mais ce ne sera pas pour ce soir. Donc je le dis. Voilà, moi je vais traiter un A qui doit être un product. Et je vais avoir besoin d'un type R, et j'ai besoin que ce type soit une hashlist. Ce type R, ça va être quoi? Ça va être la représentation générique de mon type A. Donc en gros, la représentation du labellet générique. Vous savez, le gros type qu'on a vu en rouge tout à l'heure, c'est ce type-là. Et puis j'ai besoin d'un truc qui soit capable de transformer cette représentation en des champs JSON. D'accord? L'idée, en fait, c'est que je vais décomposer mes case classes. Ça, c'est le cas pour les case classes. Hein. Je vais décomposer ma case class en une liste de champs. Et je vais dire, bah, tu vas rendre tous les champs. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce que je ferai? Je mets une accolade. Je mets tous mes champs séparés par une virgule et je ferme mon accolade. D'accord? Je n'ai pas dit grand-chose. Il va falloir que je précise un petit peu. Tout ce qui me reste à écrire, en fait, c'est comment je fais pour transformer un champ, une représentation générique de champ, en la même représentation en JSON. Et ça, c'est fait... Enfin, non. Hop, on rembobine. Tout ce qui me reste à faire, c'est savoir comment je transforme la représentation générique d'une case class, donc une hashlist de champs, en une liste de strings que je vais ensuite merger avec des virgules. D'accord? Bon, bah, c'est un parcours de hashlist.
Donc on va ressortir notre algo récursif de tout à l'heure et on va dire bah, quand c'est nil, enfin quand c'est hash nil, bah, je renvoie la liste de string vide. Okay. Et là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand c'est pas hash nil. Quand c'est pas hash nil, bon, bah, ça va être un head et un tail, mais qui vont avoir une structure un peu particulière puisqu'on est dans le cadre d'une représentation label head d'une case class. Et le type en fait, de chacun des éléments de ma hashlist qui représente ma case class, c'est ce field type ici. C'était le... Alors, je dois toujours l'avoir. Dans ce gros truc rouge, là, chaque élément... Alors, shape place 2 points. Ce long with blablabla jusque ici, c'est un des champs de ma case class, et c'est un field type. D'accord ? Et le field type, c'est assez simple, c'est la valeur with le label. Et c'est le label qui peut être un peu gros. Mais c'est juste la valeur with label. D'accord ? Alors, il faut que je remonte un peu. Et du coup, qu'est-ce que je dis ici ? Je dis, bah, pour gérer une représentation générique de case class, j'ai besoin d'un truc qui va... Alors, ce witness.aux, c'est un machin qui va me retrouver le symbole dans le label un peu compliqué. D'accord ? Donc j'ai besoin d'un truc qui m'extrait le symbole de son string de ID, par exemple. Et puis, bah, il faut que je sois capable de transformer la valeur en JSON. C'est ce qu'il y aura après le 2 points dans mon champ. Et puis, bah, le tail to JSON, ici, c'est pour faire mon appel récursif pour processer toute ma hashlist, enfin chaque élément successif de ma hashlist. Et du coup, bah, donc ça me renvoie à un truc qui prend une représentation générique, donc un field type suivi d'une hashlist implicitement de field type, et qui me renvoie donc une liste de strings. Et alors bon, là, c'est pas très joli parce que c'est pas très bien coloré, mais en gros, qu'est-ce que je fais ? Bah, grâce à mon witness ici, qui est capable de me donner la valeur du label, je récupère ce label, je le mets entre double quotes et je mets un 2 points derrière, j'ouvre mon champ JSON. Ensuite, je dis, bah, là, je sais comment transformer ma valeur en JSON, donc bah, je le fais. Alors, il faut que je fasse un cast parce que mon field, c'est un hash with machin. Et on est type safe, donc le head to JSON, il a besoin d'un hash. Donc, pour retirer le with machin, bah, je fais juste un cast en hash. Et vu que je sais que ce truc-là, c'est toujours hash with quelque chose, le cast, je suis sûr qu'il fonctionne. D'accord ? Donc ça, c'est mon premier champ de ma représentation, et puis bah, appel récursif pour faire la suite. D'accord ? C'est la partie difficile, donc si c'est pas clair, vous levez la main et je réexplique. Hein. Non, on continue ? On a presque fini. Et juste tout en haut, je dis bah, tous les autres cas, je vais renvoyer une string JSON qui sera le toString de l'objet qu'on va passer entre double quotes. Une espèce de fallback, du coup ça va donner des trucs un petit peu bizarres des fois, mais genre si on renvoie une Java utile, voilà. Je fallback sur toString. Alors après, pourquoi j'ai dû séparer ça en plusieurs objets ? C'est le dernier point un peu spéco de la présentation. C'est parce qu'en fait, ici, tout marche sur de la résolution d'implicite. D'accord ? La résolution d'implicite, ça se fait en fonction du type de la chose dont on a besoin. Et si on trouve plusieurs instances implicites de ce type-là dans notre scope, eh ben il y a une ambiguïté et le compilateur n'est pas content et il dit c'est un échec. D'accord ? Du coup, parfois, quand on écrit des trucs qui commencent à être un petit peu intéressants, on va se retrouver forcément à avoir deux cas qui s'overlappent, qui se recouvrent. Du coup, on ne peut pas les mettre dans le même scope, puisque sinon, il y aurait cette ambiguïté et ça ne compilerait pas. Donc la technique, c'est de séparer en étages et de faire en fait une chaîne d'héritage entre mon objet, les trucs un peu moins prioritaires et les trucs encore moins prioritaires. Là, j'ai deux couches, mais on pourrait n'en avoir qu'une. D'accord ? Et l'idée, c'est, voilà, on va avoir des moments... En fait, là, pourquoi j'ai dû faire ça ? C'est parce que
Il se trouve que list, ça étend aussi la classe product. Et option aussi, ça étend la classe product. Donc ça aurait clashé avec mon cas qui est ici. Vu que list est un product, ça peut rentrer là-dedans. Mais comme j'ai d'abord défini list ici, il a été capté ici. En fait, oui, la règle que je n'ai pas dit, c'est que le compilateur va aller chercher des implicites dans le trait parent que s'il n'a pas trouvé localement dans le trait enfant. C'est comme ça qu'on contrôle l'ordre. C'est pour ça qu'on dit low priority, parce qu'ils seront testés après que tout cela ait échoué. Donc l'idée, c'est on laisse les listes ici, comme ça il les capture en premier, et ensuite tout ce qui est product, mais qui n'est pas une liste, ça va être traité par ce cas-là. Et tout ce qui n'a pas pu être traité par aucun des cas qui sont ici, va être traité par ce cas ici, qui est hyper général, mais qui prend n'importe quel type. Si j'avais foutu ça là en bas, ce serait l'explosion, et il n'y aurait rien qui marcherait. D'accord ? C'est ça, quand il y a une ambiguïté, quand il y en a deux, il refuse de faire un choix, il est bien aimable. Et quand il n'y en a pas, évidemment, il te dit qu'il n'en a pas trouvé. Donc voilà, il doit manquer une accolade. Youpi, ça compile vite. Et maintenant, si je fais une caisse classe un peu rigolote, je sais pas moi. Merci. En principe, je devrais arriver à transformer Homer en Gison. Donc voilà, et là où c'est intéressant, c'est que j'ai écrit toute cette transformation en Gison avant même de connaître la classe. Et on m'aurait donné n'importe quelle autre classe, ça aurait marché. C'est pour ça que mon programme tout Gison, il est générique. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être pas le meilleur truc à envoyer en prod. On va payer des temps de compile un petit peu et des perfs un peu de partout. Mais pour faire des essais ou pour se sauver de situations, comme j'ai dit tout à l'heure, où on a de la donnée à tripoter sur plein d'objets qui sont sans aucun lien entre eux, ça peut être le genre de solution qu'on peut regarder. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. En fait, c'est surtout sur les cas d'utilisation de Shapeless sur les caractères, donc j'imagine que c'est plutôt sur les solutions qui vont créer une lib, en fait. Un cas possible, par exemple, comparer deux cases classes qui seraient différentes pour essayer Shapeless. C'est un cas d'utilisation de Shapeless. Alors, je répète la question du coup pour la caméra. Donc, les cas d'utilisation pratique de Shapeless, effectivement, c'est plus pour les gens qui font des libs. Tu as plein de libs qui s'en servent. Tu as les Circe pour faire du Gison, justement. Tu as Parboil, tu as Scodec. Tu as plein de bonnes libs qui utilisent Shapeless. Parce que justement, quand tu fais une lib, tu veux parler à des types que tu ne connais pas à l'avance. Mais ça peut arriver dans des cas bien précis d'avoir besoin. Alors, peut-être pas de ce que j'ai montré là, mais il y a plein de goodies dans Shapeless qui, en gros, te permettent de supprimer du boilerplate même dans ton code à toi. Après, voilà, au début, on découvre ça, on se dit « je vais en mettre plein de partout ». Puis on s'aperçoit que le compilateur prend beaucoup plus de temps et que du coup, c'est pas grave. Et que du coup, c'est peut-être pas un gain. Mais en fait, c'est quand même important d'avoir, au moins d'essayer d'avoir joué un petit peu avec et de comprendre comment ça marche. Parce que je suis sûr qu'à un moment donné dans ta carrière, tu vas dire « putain, si j'avais Shapeless, ça me ferait gagner une semaine ». Même si effectivement, ce n'est pas le truc que tu vas utiliser tous les jours. Tu utiliseras plus Cats ou Scala Z tous les jours. Shapeless, ce sera une fois de temps en temps, mais cette fois-là, ça te fera très plaisir. Et puis ça va surtout te faire gagner un temps fou.
Il y a ça aussi. Effectivement, tu... C'est quoi dériver les type classes? Dériver les type classes, c'est... Avoir des tag classes pour des cases classes, des ADT, c'est des secrets, automatiquement pas. J'ai pas entendu. Tu vois ce que c'est une type class? Une Type class. Une type classe. C'est une classe qui contient du comportement que tu veux pouvoir rajouter par au-dessus à un truc existant. Typiquement, functor. Tu peux définir ça comme une type class et dire a posteriori, les listes de ce cas-là sont des functors. Tu vois, c'est un mécanisme en fait pour rajouter du traitement par l'extérieur. C'est une forme de ad hoc polymorphisme. Et donc dériver les type classes, c'est faire ça automatiquement en fonction juste de la structure du type. En gros, ça va t'aider à avoir besoin de faire moins de contorsions pour convaincre le compilateur que ce que tu es en train d'écrire, c'est pas des conneries. Souvent, c'est ça, hein, tu es en train de faire la danse du ventre comme ça, dire, allez, vas-y, là, mais enfin, tu vois bien que ça peut marcher. Et en fait, il faut arriver à le convaincre. Mais grosso modo, c'est ça. Quoi. Celui qui est facile à comprendre pour commencer, c'est l'ordering Tout à fait. dans la liste des séquences de Scala. Je sais pas si tu t'es rendu compte, tu peux faire des max sur tes fonctions, sur tes libs qui sont des int, mais tu peux pas faire ça sur un truc qui n'est pas un nombre. Et en fait, c'est parce qu'il te demande un implicite, enfin la fonction max va demander un implicite de numérique, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et en fait, comme c'est un int, ton type, pas très, voilà, bah, il est capable de trouver qu'en fait, que tu peux, qu'il y a l'implicite dans le scope, donc du coup, il te permet de l'utiliser. C'est ça, ordering, c'est une type class que tu peux rajouter par l'extérieur sur liste de int, mais pas sur liste d'URL. Tu peux, tu l'écris un peu. Oui, enfin bon, non, mais bon. C'est pour ça que toi, tu l'écris pour int et pour string, et comme ça, tu l'as gratuitement via Shapeless pour ta case class, qui contient que des int et des strings. C'est ça la dérivation de type class. La standard library, elle te les fournit pour les types à la con. Du coup, toi, tu l'as pour tes types qui sont juste des produits de type à la con. D'accord. Des sommes et produits de type à la con. Donc, c'est une alternative à générer du code à la compilation. Des trucs à l'ancienne. C'est ça. Ok. Mais c'est principalement de la contorsion pour vraiment convaincre le compilateur qui est capable de faire ça. Même si souvent on fait des trucs qui paraissent évidents. Quoi. Oui, c'est sûr que si j'ai une caisse classe avec que des entiers, je peux trouver un ordre sur cette caisse classe-là. C'est évident. Il faut encore convaincre le compilateur. D'autres questions? Non? Bah merci.